après des années à sauver nos plus gros clients. Mon manager a confié le poste de directeur à sa fille sans aucune expérience. J'ai remis ma démission sans un mot. La salle est devenue silencieuse quand ils ont annoncé son nom. Sa fille de 23 ans. Arrivée depuis 3 mois, sans expérience, à peine capable d'expliquer ce que faisait notre division, et j'ai dû applaudir. Après 7 ans à porter cette entreprise à bout de bras à travers le chaos. Les délais impossibles et les crises que personne d'autre ne pouvait résoudre. Il s'attendait à ce que je souris pendant qu'il lui remettait l'avenir que j'avais construit. J'ai avalé l'humiliation, mais quelque chose en moi a craqué. Il ne m'avait pas simplement volé ma promotion. Il m'avait effacé salut, si tu regardes encore. Ça veut dire que tu fais partie des 3% qui ne me traitent pas comme si j'étais invisible. Comme l'a fait Victor Arlan, 97% des gens ne s'abonnent pas, et je galère à atteindre les 10-0 abonnés. Comme si c'était une sorte d'échelle hiérarchique pour ceux qui valorisent vraiment le respect. Allez. Appuie sur le bouton de la revanche de bureau où les exécutifs népotistes récoltent ce qu'ils méritent. Je serais ravi si tu t'abonnes et que tu likes. Ils n'avaient aucune idée que les systèmes dont ils dépendaient étaient les miens et ce qui allait se passer une fois que je partirai. Si des histoires comme celle-ci te parlent, abonne-toi et raconte-moi ton expérience pendant 7 ans. Je me suis dit que les nuits blanches, les week-ends sacrifiés et l'épuisement étaient juste des sacrifices temporaires pour un avenir que je construisais, un avenir que je croyais avoir mérité. Je ne courais pas après la gloire. Je voulais juste de la stabilité, une chance de donner à mon fils une vie où il ne verrait pas son père se noyer dans le travail en prétendant que ça n'avait pas d'importance quand j'ai rejoint Logistique Atlantic Express. J'étais reconnaissant pour le poste. Après mon divorce, repartir de zéro ressemblait à tirer un navire de fret à main nue. Mais j'ai tenu bon chaque jour parce que je devais me prouver que je pouvais reconstruire. Au travail, les gens venaient me voir pour des réponses bien avant la direction. Des expéditions bloquées au port du Havre. Je les ai débloqués. Une crise client à cause de retard douanier. J'ai appelé directement le directeur du port. Un incendie d'entrepôt à Lyon, fermant les routes du sud. J'ai réorganisé 3 lignes de distribution en 4 heures. J'étais la colonne vertébrale discrète, stable, constante. Invisible jusqu'à ce que quelque chose casse. Et soudain, j'étais la seule personne capable de tout remettre en place. Mes collègues le voyaient. Mes clients le voyaient. Victor Arlan, notre vice-président régional, le voyait définitivement. Mais seulement quand ça l'arrangeait. Chaque évaluation de performance qu'il me donnait était parfaite. Chaque année se terminait par une variante de « Gabriel, sois patient, ton tour viendra ». Et je le croyais parce que qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? J'avais un adolescent à la maison, des économies pour ses études à constituer. Un crédit immobilier refinancé 2 fois et une carrière que je ne voulais pas perdre à nouveau. Victor savait tout ça. Il savait que j'avais besoin du hub. Il savait que je ne ferais pas de vagues. Et pendant des années. Ça a joué en sa faveur. Je suis devenu la personne qui connaissait chaque fournisseur de Marseille. À Lille par son prénom. Je suivais les tendances, mémorisais les horaires de fret. Repérais les perturbations avant qu'elles n'arrivent. Mon travail faisait passer Victor pour un génie en réunion. Il adorait ça, tant que je restais discret, loyal et en retrait. J'étais exactement le genre d'employé dont des gens comme lui dépendaient, mais qu'il ne promouvait jamais pourtant. Je portais le poids et continuais parce qu'une partie de moi croyait que la loyauté comptait pour quelque chose. Je pensais que le monde fonctionnait encore comme ça. Je pensais que le travail acharné finissait par parler de lui-même. Et pendant longtemps, rien dans ma vie ne contredisait assez fortement cette croyance pour la briser, mais, avec le recul, je vois les signes d'alerte partout. Des commentaires subtils, des réunions à huis clos inexpliquées. L'apparition soudaine d'un deuxième bureau dans le bureau de Victor bien avant qu'il n'annonce quoi que ce soit. Je me disais que tout allait bien, qu'il suffisait de tenir jusqu'à la fin de l'année. Je ne savais pas que cette année-là serait celle qui allait tout briser. Chloé Arlan était entrée dans notre bureau comme quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non de toute sa vie. Et franchement, elle se comportait comme si elle ne s'attendait pas à l'entendre ici non plus. Je me souviens du premier matin où elle est arrivée. Cheveux parfaits, maquillage parfait. Chaussures parfaites qui n'avaient jamais touché le sol d'un entrepôt. Victor l'a présentée comme si on rencontrait de la royauté plutôt qu'une jeune femme de 24 ans qui avait obtenu son diplôme générique en gestion 6 semaines plus tôt, sans expérience en logistique maritime. Elle est ici pour observer nos opérations, a dit Victor, rayonnant comme si sa présence seule élevait tout le bâtiment. Personne n'a rien dit à voix haute, mais j'ai vu les regards. Tout le monde comprenait ce qui se passait. Même si on n'avait pas le droit de le nommer, j'ai essayé de lui donner le bénéfice du doute. Peut-être qu'elle nous surprendrait. Peut-être qu'elle travaillerait dur et mériterait sa place. Au lieu de ça, on lui a assigné de me suivre. Et en 1 heure. Il est devenu douloureusement clair qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'on faisait vraiment. Sa première question était de savoir combien de colis on traitait par jour. Des colis. On n'était pas un service de paquets. On coordonnait le fret en conteneurs à travers les ports, les hubs de distribution et les routes côtières vers l'intérieur des terres. Quand je lui ai expliqué, elle a hoché la tête poliment.
puis a demandé combien de chauffeurs on avait sur la paix. On n'avait pas de chauffeur, on sous-traitait avec des transporteurs. Un autre sourire, un autre hochement confus, une autre question qui me faisait me demander si elle savait seulement dans quel secteur on était, mais elle n'était pas grossière, elle n'était pas arrogante de cette façon bruyante et abrasive que l'on attend des enfants d'exécutifs. Son arrogance était plus discrète, comme si elle croyait que sa place ici était naturelle. Incontestable, prédestinée. C'était presque pire. Elle prenait des notes obsessionnellement, remplissant des pages entières de points que je soupçonnais qu'elle ne relirait jamais. Elle suivait mes appels clients et griffonnait frénétiquement à chaque fois que quelqu'un disait quelque chose de modérément technique. Et chaque fois, elle levait les yeux vers moi avec cette expression sincère, comme si elle attendait des louanges simplement pour avoir prêté attention. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas son manque de connaissances, c'était son absence totale de conscience de comment sa présence changeait l'ambiance de la pièce. Quand j'entrais en réunion, les gens se redressaient parce qu'ils savaient que les problèmes allaient être résolus. Quand Chloé entrait, la pièce devenait prudente, sur ses gardes, raide d'une autre façon. Les gens s'inquiétaient non pas de sa compétence, mais de ce que son nom de famille pouvait leur coûter au début. J'ai essayé de lui enseigner sincèrement. J'expliquais les points de blocage de la chaîne d'approvisionnement, les retards portuaires, les schémas de planification des navires, et les relations fragiles avec les transporteurs qui maintenaient nos lignes de distribution en vie. Elle écoutait, mais rien ne retenait. Pourtant, Victor parlait d'elle comme d'une étoile montante. Il se vantait de sa perspective fraîche, même si son commentaire le plus perspicace en 3 semaines était de demander pourquoi les cargos ne pouvaient pas prendre des routes plus courtes. La tension n'a pas explosé d'un coup. Elle s'était infiltrée dans les fissures. Elle a commencé à apparaître dans des réunions exécutives pour lesquelles elle n'était pas qualifiée. Des décisions sur lesquelles j'aurais normalement donné mon avis passaient directement par elle. Les gens qui demandaient autrefois mon conseil demandaient maintenant « Est-ce que Chloé a vu ça ?» Comme si l'approbation de quelqu'un qui ne savait pas ce qu'était un TLU comptait soudain. Quelque chose en moi se serrait à chaque fois, de petits changements qui s'accumulaient jusqu'à ce que l'air semble différent, moins respectueux, moins honnête. Je ne connaissais pas encore toutes les marges, mais je sentais les fondations commencer à pencher. Et chaque fois que Chloé souriait, Luce-Folie inconsciente des conséquences de sa présence. Je sentais ce penchant s'approfondir le matin où ça s'est produit. Le bureau semblait étrangement calme, comme si tout le monde savait déjà quelque chose que j'ignorais. Je suis entré dans la salle de conférence en m'attendant à une mise à jour trimestrielle routinière, du genre où Victor parlait trop longtemps et disait trop peu, et je repassais mentalement les rapports que j'avais préparés. J'avais porté le gros du travail sur notre modèle de redistribution côtière depuis des mois. Et j'étais prête à ce qu'ils reconnaissent enfin ça. Les gens me regardaient comme on regarde quelqu'un juste avant une bonne nouvelle. Petit sourire, hochement encourageant. Je me suis laissé croire pendant une seconde, stupide, que peut-être c'était enfin le moment où mon travail serait reconnu. Puis Victor est entré avec Chloé à ses côtés. Ses joues étaient rougies d'excitation, et elle serrait un dossier comme s'il contenait un script dont elle avait peur d'oublier les lignes. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré. Victor s'est raclé la gorge de façon théâtrale, comme il le faisait toujours quand il voulait l'attention de la salle. Avant de commencer, a-t-il dit, j'aimerais faire une annonce très importante. Tous les regards se sont tournés vers lui, puis vers moi. J'ai senti la chaleur monter à mon visage. Victor a posé une main sur l'épaule de Chloé, souriant avec cette fierté réservée aux remises de prix ou au mariage. À compter de jours, a-t-il dit, Chloé Harlan prendra le poste de directrice des opérations régionales. Les mots n'avaient pas de sens au début, comme s'il parlait une langue que je n'avais pas apprise. Pendant un moment, mon cerveau a refusé d'accepter ce que mes oreilles entendaient. Chloé a cligné rapidement des yeux, comme submergée par sa propre promotion. Puis les applaudissements ont commencé, hésitant d'abord, puis montant en un rythme forcé, inconfortable. J'étais assis complètement immobile, comme si on m'avait ancré au sol. Mon nom n'a pas été prononcé. Mon travail n'a pas été mentionné. Ces temps de gestion de crise, de nuits blanches et de victoires discrètes ne signifiaient rien. Je me suis forcé à applaudir. Mes paumes étaient engourdies. J'ai observé Chloé. Son sourire s'étirait large et tremblant aux coins. Tout son langage corporel exprimait un mélange d'incrédulité et de délice. Elle était là depuis à peine 3 mois. Elle écorchait encore la moitié des noms de nos partenaires transporteurs. Elle n'aurait pas pu décrire une ligne de distribution si sa vie en dépendait. Et la voilà acceptant les félicitations pour un poste qu'elle n'avait jamais exercé. Entrant dans un avenir pour lequel j'avais passé près d'une décennie à me préparer. Victor rayonnait comme un homme qui croyait avoir fait un choix visionnaire audacieux. Je veux reconnaître quelqu'un qui a été crucial pour préparer Chloé, a-t-il dit en se tournant vers moi. Mon cœur a bondi. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, il allait offrir une explication, un geste de reconnaissance, quelque chose qui rendrait cette humiliation moins piquante. Au lieu de ça, il a dit « Gabriel a été inestimable pour mettre Chloé à niveau. » À niveau.
comme si toutes mes connaissances, toute mon expertise, tout mon travail éreintant n'avait été rien de plus qu'un cours de formation pour la carrière. Accéléré de sa fille, j'ai hoché la tête mécaniquement, incapable de faire confiance à ma voix. La salle bourdonnait de félicitations polies. Personne ne croisait mon regard plus d'une seconde. C'était le genre de trahison qui n'explose pas. Elle étouffe en silence, s'enroulant autour de ta gorge jusqu'à ce que tu puisses à peine respirer quand la réunion s'est enfin terminée. Les gens serraient la main de Chloé, offrant des louanges qu'ils ne pensaient pas. J'ai ramassé mon cahier, bougeant lentement, essayant de garder mes mains de trembler. En commençant à sortir, Victor m'a attrapé le bras. « Gabriel, reste un moment », a-t-il dit, baissant la voix comme s'il attendait de la gratitude pour l'humiliation qu'il venait de m'infliger. La salle s'est vidée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que nous deux. Victor s'était appuyé contre la table, desserrant sa cravate comme s'il était celui qui avait enduré quelque chose d'épuisant. « Je sais que ça peut être une surprise », a-t-il dit, mais Chloé apporte une perspective fraîche. Perspective fraîche. J'ai failli rire. Au lieu de ça, je l'ai fixé, laissant le silence faire le travail. Il a continué. « Tu comprends, hein? Ce n'est rien de personnel. Rien de personnel. » Promouvoir sa fille inexpérimentée au-dessus de la personne qui avait pratiquement dirigé la division pendant des années n'était pas personnel. S'attendre à ce que j'avale ça et souris n'était pas personnel. Croire que j'étais trop dépendant du homme pour objecter n'était pas personnel. Je comprends parfaitement. Et je dis, et à cet instant, c'était vrai. Je voyais tout clairement. La manipulation, les fausses promesses, les limites invisibles qu'on m'avait dit d'attendre pour les franchir. Victor s'est détendu, prenant ma clarté pour de la soumission. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait d'allumer. Je suis retourné à mon bureau après cette réunion, en pilote automatique, comme les gens après un accident de voiture qui essaient encore de comprendre ce qui s'est passé. Mes collègues évitaient de me regarder trop longtemps, de peur de révéler accidentellement ce qu'ils ressentaient vraiment, en colère pour moi, soulagés que ce ne soit pas eux, terrifiés par la politique sous-jacente. Je me suis tenu, mais quelque chose en moi était devenu très calme. Pas vaincu, juste douloureusement éveillé. Je suis resté tard ce soir-là, en partie parce que je ne voulais pas rentrer avec l'humiliation encore collée à moi, et en partie parce que le travail avait toujours été l'endroit où je me sentais en contrôle. J'ai terminé le rapport de routage que personne ne lirait, mis à jour l'audit fournisseur que Victor avait demandé puis ignoré, et essayé de me convaincre que peut-être je pourrais survivre à ça si je gardais la tête baissée. Je n'y croyais pas, mais j'essayais. Vers 20 heures, le bureau était vide, sauf l'équipe de nettoyage qui bourdonnait doucement dans les couloirs. Je me suis levé pour m'étirer et suis allé vers la salle de pause. Envie d'un café même si je savais qu'il me garderait éveillé toute la nuit. En passant devant le bureau de Victor, j'ai entendu des voix basses, tendues, immistakablement privées. Je me suis figé. Sa porte était entr'ouverte juste assez pour que le son s'échappe. J'aurais dû continuer. J'aurais dû respecter la limite. Mais quelque chose en moi savait déjà que cette conversation me concernait. Et je n'ai pas pu m'éloigner. « Le conseil va poser des questions », a dit un homme. J'ai reconnu la voix. Raymond Lee, notre liaison corporate. Chloé n'est là que depuis quelques mois. Victor a laissé échapper un rire essoufflé, du genre qu'il utilisait pour minimiser quelque chose de sérieux. Ils s'en remettront. C'est de la famille et elle a le diplôme. Et Gabriel? A demandé Raymond. Il dirige cette division en silence depuis des années. Tu n'as pas dit au conseil qu'il était le meilleur candidat? Silence. Puis Victor a dit, Gabriel est fiable, mais il n'a pas le profil pour diriger. Mon estomac s'est noué. Fiable, comme une charnière de porte qui fonctionne. Utile, invisible, non promouvable. Raymond n'avait pas l'air convaincu. Son expérience pèse plus que tout le CV de Chloé. L'expérience, c'est bien, a dit Victor. Mais Gabriel n'ira nulle part. Il a besoin de sob. Peur divorcer, crédit, dépenses. Il gardera la tête baissée. Mes poumons se sont serrés, comme si l'air s'était tessi en sirop. Il ne parlait pas juste de mon travail. Il parlait de ma vie, de mes luttes, de mes vulnérabilités. Tout ce que je pensais qui me rendait résilient. Il les voyait comme des chaînes pour me garder en place. Il se pliera, a ajouté Victor, la confiance suintant de sa voix. Il le fait toujours. Les mots brûlaient dans mes oreilles. Sainte-plier. Ce n'était pas une évaluation. C'était une sentence. Une décision prise sans que je le sache, basée sur des suppositions sur mon désespoir. Il ne récompensait pas la loyauté. Il l'exploitait Raymond, a soupiré. Les directeurs voudront une justification. Ils en auront une, a répondu Victor. Tu sais comment ça marche. Jeunesse, innovation, pensée fraîche, tous les buzzwords qu'ils volent. Et Gabriel fera ce qu'il fait toujours, nous soutenir en silence. J'ai senti quelque chose changer en moi. Petit, définitif, irréversible. Le genre de changement dont on ne se remet pas parce qu'il devient la ligne de partage entre qui on était et qui on va devenir. Je me suis éloigné de la porte en silence, les mains froides malgré le bureau chauffé. Je ne ressentais plus l'humiliation, je ne ressentais plus la colère. Ce que je ressentais était de la clarté, une clarté aveuglante, absolue.
Je savais exactement à quoi ressemblerait mon avenir si je restais. Plus d'opportunités volées, plus de travail invisible, plus de manipulations déguisées en mentorat. Je suis retourné à mon bureau, éteint mon ordinateur et quitté le bâtiment sans un mot. Le parking était sombre, l'air humide avec l'odeur de la mer, et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas effrayé. Victor pensait que mes responsabilités me rendaient impuissant. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que la responsabilité ne t'enchaîne pas, elle t'aiguise. Et il venait de me donner la vérité. J'avais besoin de partir. Il pensait que je me plierais. Il allait découvrir ce qui arrive quand quelqu'un, comme moi, sort enfin de la ligne le vendredi. Après-midi, la clarté de cette nuit s'était solidifiée en quelque chose d'inébranlable. Je suis arrivé au bureau tôt, terminé les dernières tâches en cours, et imprimé ma lettre de démission sur du papier crème épais, du genre qu'on utilise pour les vraies décisions, pas les impulsives. Toute la matinée a été étrangement calme, comme le silence avant une tempête que seul moi savais venir quand l'horloge a marqué 16h30. Je me suis levé, lissé ma chemise et marché vers le bureau de Victor. Il venait de finir de faire visiter à Clay ce qu'il appelait bruyamment son nouveau domaine. La phrase me rendait encore nauséeux. J'ai toqué. Victor a levé les yeux avec ce demi-sourire managérial qu'il utilisait pour paraître accessible. Gabriel, entre. Comment se passe la transition? Je lui ai tendu l'enveloppe. Voici mon préavis de 2 semaines. Le sourire est mort avant qu'il puisse l'arrêter. Ses sourcils se sont haussés, puis froncés en une expression que je n'avais jamais vue sur lui. De la peur. C'est une blague, hein? A-t-il dit en déchirant l'enveloppe. Non, ai-je dit calmement. Il a lu la lettre 2 fois. Vite la première, plus lentement la seconde. Sa gorge s'est serrée. Gabriel, tu pars à cause de la promotion. Je n'ai pas répondu. Le silence le rendait nerveux, et je voulais qu'il soit nerveux. On devrait en parler, a-t-il dit en se levant. Ne prends pas une décision impulsive. Ce n'est pas impulsif, ai-je dit. C'est en retard. Il a expiré par le nez, frustré. Et tes responsabilités, ton fils? Tu as besoin de stabilité. C'est impulsif. Voilà son prétendu levier. Ma vie où est punissée pour me garder compliant. Je m'en sortirai. Et je dis Victor a fait les 100 pas derrière son bureau, son agitation grandissant. Tu réalises que démissionner pour ça te fait passer pour non professionnel, voire enfantin. Tu jettes tout ce que tu as construit. J'ai gardé mon expression neutre, le laissant entendre à quel point elle sonnait pathétique. Si c'est comme ça que tu le vois. Et je dis il a essayé une autre tactique, se penchant en avant comme si on était de vieux amis. Écoute, Gabriel, tu es bon dans ce que tu fais, mais tu ne veux pas brûler les ponts. Je ne pourrais pas te donner une référence solide si tu pars comme ça. 5 ans d'évaluations impeccables, des appels de crise à 2 heures du matin. Des fermetures de ports que j'ai remis en marche. Et maintenant il prétendait que j'étais un risque. Une référence ne sera pas nécessaire. Et je dis son visage s'était assombri. Tu es émotif, a-t-il dit. Prenons le week-end. Tu reviens lundi et on fait comme si ça n'était jamais arrivé. Non, ai-je dit. Je terminerai mes 2 semaines. Je documenterai tout ce dont Chloé aura besoin. Après ça, c'est fini. Il a ri, mais ce n'était pas de l'humour. C'était de l'incrédulité. Tu penses que Chloé a besoin de ta documentation? Elle s'en sortira très bien. Ce mensonge ne sonnait même pas convaincant pour lui. Et il le savait le lundi matin à prouver à quel point il avait tort. J'ai trouvé Chloé déjà à son bureau, entourée de tableurs et d'emails à moitié écrits. Ses yeux étaient gonflés. Gabriel, a-t-elle chuchoté. Je suis là depuis 6 heures. Il y a un problème avec l'expédition du port du Havre. Les douanes ont signalé un manifeste et Tromed Gite menace d'annuler leur commande si on ne règle pas ça. Aujourd'hui, Tromed, notre plus gros compte côtier, le même client qui m'avait dit un jour, Gabriel. Si tu pars un jour, on est dans la merde. Qu'est-ce que tu leur as dit? Ai-je demandé. Je leur ai dit que je regarderais. A-t-elle dit, la voix tremblante. Elle m'a montré les emails qu'elle fixait depuis des heures. Elle avait tiré le mauvais fichier transporteur, le mauvais formulaire douane. Et un manifeste obsolète. Elle ne savait même pas quel fournisseur gérait la cargaison signalée. Elle n'était pas incompétente. Elle était non préparée. On l'avait jetée en eau profonde avec des briques au pied. J'ai passé 3 heures à régler le bazar. Chloé planait à côté, posant des questions, prenant des notes, essayant de comprendre. Peu une fois, elle n'a agi comme si elle méritait le poste qu'on lui avait donné. Mais les conséquences de son inexpérience allaient être brutales. À midi, on a résolu la crise. Mais le soulagement sur son visage a brisé quelque chose en moi. Elle n'était pas la méchante. Elle était un bouclier. La façon de Victor de protéger son pouvoir en installant quelqu'un de trop inexpérimenté pour le défier. Mais, même avec la crise évitée, les effets ripples ont commencé immédiatement. 4 gros clients ont appelé dans la journée, posant tous la même question. Gabriel, tu gères encore notre compte? Quand je leur ai dit que je partirais dans moins de 2 semaines. Chaque appel s'est terminé par un silence inquiet, puis de l'inquiétude, de la déception. De la peur. Il me faisait confiance à moi, pas à l'entreprise. Et il ne se gênait pas pour le dire si tu es encore là.
C'est que tu es clairement investi pour voir la justice se faire. Alors, pourquoi ne pas le rendre officiel? Appuie sur like et abonne-toi à Revanche de Bureau parce que des histoires comme celle-ci méritent d'être partagées. Dis-moi dans les commentaires, aurais-tu resté ou serais-tu parti? À la fin de la journée, Victor m'a convoqué à nouveau dans son bureau. Et cette fois, Chloé était dans le coin, l'air d'avoir vieilli d'un an en une nuit. J'ai entendu que tu interviewais chez des concurrents, a lancé Victor. J'explore des opportunités. Et je dis, pendant que tu es encore employé ici, a-t-il rétorqué. Pendant que tu formes Chloé. C'est un conflit d'intérêts. Je n'ai rien partagé de propriétaire. Et je dis, il a tapé légèrement du poing sur le bureau. Tes relations clients sont propriétaires. Non, ai-je enfin dit, laissant la chaleur monter dans ma voix. C'est mon travail qui a construit ces relations. Ce n'est pas de la propriété. C'est de la confiance. Et la confiance vit la personne qui l'a gagnée. Le visage de Victor est devenu rouge, une teinte pulsante et furieuse. Si tu emportes nos comptes avec toi, a-t-il grogné. Je ferai en sorte que tu ne travailles plus jamais dans ce secteur. Tu n'as pas ce pouvoir, et je dis. Mais merci pour le rappel de pourquoi je pars. Chloé m'observait avec de grands yeux coupables. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas sur la défensive. Elle avait peur parce qu'elle savait ce que son père ignorait. Le pouvoir qu'il pensait avoir sur moi était déjà parti, et les conséquences de me perdre ne faisaient que commencer. Ma dernière semaine s'est passée dans un mélange étrange de calme et d'inévitabilité, comme regarder un navire dériver vers des rochers que tout le monde prétendait ne pas voir. J'ai documenté tout ce dont Chloé aurait besoin. Contact, schéma transporteur, protocole de crise, pas pour Victor, mais pour les clients et employés qui ne méritaient pas les retombées et, puis le vendredi final. J'ai emballé mes affaires, rendu mon bas, et quitté Logistique Atlantique Express sans me retourner. L'air semblait plus léger dès que la porte s'est fermée derrière moi, ce que je n'avais pas réalisé. C'était à quelle vitesse la nouvelle se répandrait. Le lundi matin, j'avais 3 appels manqués d'anciens clients, 2 de transporteurs concurrents et un d'un directeur de recrutement chez Transeuro Logistique, la même firme qui lorgnait sur notre division depuis des années. Leur directeur régional, Daniel River, voulait me rencontrer immédiatement quand je suis entré dans son bureau avec vue sur le front de maire de Marseille. Il n'a pas perdu de temps en bavardage. Gabriel, a-t-il dit, on a entendu ce qui se passe chez ton ancien employeur. Si tu es ouvert, on aimerait que tu diriges nos opérations en France. L'offre est tombée comme une bouée de sauvetage. 30% de salaire en plus, avantage complet, soutien pour les études de mon fils, et la liberté de façonner toute une région comme il faut. Mais ce qui m'a le plus frappé n'était pas l'argent ou le titre, c'était le respect. On n'embauche pas ton CV, a dit Daniel. On embauche ta réputation. Personne ne me l'avait jamais dit avant. J'ai accepté l'offre le lendemain matin, à la fin de la semaine. 3 de mes anciens clients ont contacté Transeuro pour demander une transition sous ma gestion. Ce n'était pas planifié. Ce n'était pas de la rétaliation. C'était simple. Ils me faisaient confiance à moi, pas aux promesses creuses de Victor. Et dans notre secteur, la confiance fait bouger l'argent vite en 3 mois. La division France de Transeuro a vu une vague de nouveaux contrats. Nos routes côtières se sont stabilisées, nos partenariats se sont étendus. Et Daniel a promu 2 membres de l'équipe sous mes ordres, parce que, selon ses mots, un bon leadership ne thésaurise pas le pouvoir pendant ce temps. Logistique Atlantique Express a commencé à se défaire exactement comme Victor croyait que ça n'arriverait jamais. Chloé a fait de son mieux, je le crois vraiment, mais elle se noyait sans soutien. Les clients se plaignaient d'expéditions manquées, de documents douaniers mal remplis, de paiements, transporteurs retardés, des problèmes qui n'auraient jamais glissé sous ma surveillance. À catastrophe du port du Havre, une expédition entière bloquée à cause d'un changement de routage non autorisé a d'abord fait les journaux, puis est venu le procès de Tranmed pour rupture de contrat et enfin l'enquête du conseil. 6 mois après mon départ, Daniel a posé le dernier magazine du secteur sur mon bureau avec un sourire satisfait. Page 3, a-t-il dit. Je l'ai ouvert. Le titre semblait surréaliste. Logistique Atlantique Express perd 61% de ses revenus régionaux. Vice-président licencié suite à une enquête sur le népotisme. Victor avait été viré publiquement, agressivement. Selon l'article, Chloé avait démissionné peu après et était retournée à l'université pour une certification en logistique. Elle n'était pas la méchante. Elle était les dommages collatéraux de l'arrogance de son père. J'ai lu l'article 2 fois. Puis fermé le magazine. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas vindicatif. Je me sentais fini parce que la meilleure revanche n'était pas de les détruire. C'était de construire quelque chose de mieux ailleurs et de regarder le monde enfin voir la vérité que je connaissais depuis toujours. Ce n'était pas de la vengeance, c'était l'équilibre. 1 an plus tard, je me suis retrouvé de retour au Havre pour une réunion. Et pendant une pause, je suis entré dans un petit café en bord de mer pour reprendre mon souffle. Je venais à peine de m'asseoir quand j'ai repéré quelqu'un dans le box du coin, tête penchée sur un manuel, cheveux attachés en un chignon désordonné, surligneur en main. Chloé.
Elle avait l'air différente, plus âgée de cette façon qu'ont les gens après que la vie les a humiliés quand elle m'a vu. Elle s'est redressée, la surprise se muant en quelque chose comme du soulagement. « Gabriel, salut. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je lui ai dit que j'étais en ville pour le travail et elle m'a fait signe de m'asseoir. Le manuel devant elle s'intitulait « Fondamentaux de l'intégrité de la chaîne d'approvision ». Elle a eu un petit sourire gêné. « Je suis revenu à l'école », a-t-elle dit, pour apprendre ce que je pensais déjà savoir. Il n'y avait pas d'arrogance dans sa voix, pas de défense. Juste de l'honnêteté et peut-être un peu de chagrin pour ce qui aurait pu être. Elle a baissé les yeux sur ses mains. « Je voulais te dire que je suis désolé pour tout. Je n'étais pas prête. Papa disait que je grandirais dans le poste, mais je n'avais pas ma place là-dedans. » J'ai étudié son visage et vu le poids qu'elle portait. Pas de la culpabilité d'avoir été choisie, mais de la culpabilité d'avoir été utilisée. On t'a mise dans une position impossible, ai-je dit. Ce n'était pas ta faute. Elle a arché la tête, les yeux brillants. Papa te blâme encore, tu sais. Je n'ai pas bronché. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Elle a fermé le manuel lentement. Je pense que tu méritais la promotion et que te perdrais ce qui a brisé l'entreprise. Pas ce que j'ai fait. J'ai payé nos 2 cafés avant de partir. En sortant dans l'air salé et frais, j'ai senti quelque chose se poser en moi. Pas la victoire, pas la revanche, juste la clôture. Parce que parfois la vraie justice n'est pas de regarder quelqu'un tomber. C'est de savoir que tu t'es enfin élevé la vie à une façon de révéler qui sont vraiment les gens. Surtout dans les endroits dont on dépend le plus. Nos lieux de travail, nos familles, nos relations. Ce qui m'est arrivé chez Logistique Atlantique Express m'a appris quelque chose que j'aurais dû apprendre plus tôt. La loyauté sans limite évite l'exploitation. J'y passais tellement de temps à croire que le travail acharné finirait par parler de lui-même, que l'intégrité serait automatiquement récompensée, que les gens au pouvoir reconnaîtraient ce que j'apportais. Mais la vérité est plus simple et plus dure. Certains ne te valorisent que tant que tu leur es utile, et ils s'attendent à ce que tu restes silencieux parce qu'ils pensent que tu n'as plus besoin d'eux. Que de toi quand Victor a minimisé ma valeur et a parié sur l'idée que je ne me défendrais pas. Il n'était pas juste trompé sur mon avenir, il l'était sur le sien. Sa chute n'était pas ma revanche. C'était la conséquence naturelle de confondre l'humilité de quelqu'un avec de la faiblesse et le parcours de Chloé m'a rappelé que tout le monde placé dans un système nuisible n'essaie pas de te nuire, parfois. Ce sont des victimes de l'ego de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas eu besoin de détruire qui que ce soit pour reclamer mon pouvoir. J'ai juste eu besoin de partir, reconstruire ma vie à mes conditions. Et laisser la vérité rattraper ceux qui l'ignoraient. C'est une leçon que beaucoup d'entre nous oublient. Parfois le pardon est une libération personnelle. Mais parfois le silence est le couteau le plus tranchant de ta propre vie. Fais attention aux espaces où tu te sens invisible ou sous-estimé. N'attends pas la permission pour faire les changements que tu sais déjà nécessaires. Valorise les endroits qui te valorisent en retour. Et souviens-toi que dès que tu arrêtes de laisser les autres définir ta valeur, ta vie commence à aller dans une direction qui a enfin du sens. Alors, voilà ma question pour toi. Si tu étais à ma place, aurais-tu resté et essayé de changer le système de l'intérieur? Ou serais-tu parti comme je l'ai fait? Laisse ta réponse dans les commentaires. Je veux vraiment savoir ce que tu aurais fait. Comment commencer dès aujourd'hui. Note une limite que tu as peur d'imposer et fais un pas pour l'imposer. Identifie quelqu'un qui te vide constamment d'énergie et limite l'accès à cette personne pendant 48 heures. Contacte une personne qui apprécie ton travail. Renforce cette connexion. Fais une chose aujourd'hui qui investit dans ton avenir. Pas dans ton confort. Si cette histoire te parle, commente en bas, partage ton expérience. Et abonne-toi pour plus d'histoires comme celle-ci.